gouverne la région, présidée par Severino Caveri, est composée par l'Union valdôtaine avec 7 sièges, le Parti communiste avec 9 sièges et le Parti socialiste italien avec 2 sièges. Au total, 18 sièges en tout, contre les 17 sièges de la démocratie chrétienne et de ses alliés. La nouvelle position au niveau national du Parti socialiste entraîne les démissions de ses 2 assesseurs, dans la tentative de faire tomber le Conseil du Lion. La coalition entre le Parti communiste et l'Union valdôtaine n'a plus la majorité. Quand désormais la crise politique est annoncée, un fait judiciaire complique la situation. 2 conseillers de la démocratie chrétienne sont l'objet d'une enquête de la magistrature. Par conséquent, le Parti communiste et l'Union valdôtaine nient la légitimité au Conseil, demandent des élections anticipées et essayent par tous les moyens d'empêcher la substitution des 2 conseillers de la démocratie chrétienne. Puisqu'à leur avis, il faut retourner aux urnes. Le Conseil ne disposant plus du nombre légal pour être convoqué. L'interprétation donnée par les adversaires politiques est tout à fait opposée. Ils demandent la convocation du Conseil pour que l'on puisse nommer 2 nouveaux conseillers démocrates chrétiens et légitimer ainsi un nouveau gouvernement. Mais le Conseil n'est pas convoqué. La situation s'empire. Le président et le vice-président du Conseil régional démissionnent. À ce moment seulement, l'autre vice-président resté en charge, le communiste Renato Strazza, pourrait convoquer le Conseil, mais il refuse. Aldo Moro, président du Conseil des ministres, intervient et charge la démocrate chrétienne Arlina Personettas, en qualité de conseillère ancienne, de transmettre la convocation du Conseil pour le 17 mai. Ce jour-là, les conseillers trouvent les portes du palais régional fermées à clé et une affiche portant la signature de Severino Caveri qui justifie la fermeture pour des motivi di ordine pubblico. Les adversaires de Caveri diront que les entrées étaient bloquées par du fil de fer. 2 jours après, le Conseil est convoqué et les conseillers démissionnaires sont substitués. On émet à l'égard de Renato Strazza un mandat d'arrêt pour attentato al funzionamento di organi costituzionali, qui est suivi par un procès et à une condamnation à 7 ans de réclusion. La crise du fil de fer est un événement clé dans l'histoire de la politique valdôtaine. On affirme une dépendance explicite des partis locaux par rapport aux influences et aux directives nationales. L'appel idéologique aura tendance à prévaloir et obligera l'Union valdôtaine à lever le drapeau du fédéralisme intégral et de l'ethnisme. Parallèlement, la société valdôtaine est en train de changer. 1971, le recensement national enregistre 109 000 habitants, dont 37 000 dans la ville d'Ost. Le revenu par personne est parmi les plus élevés des régions italiennes. Presque chaque commune est accessible grâce à un système routier renouvelé. Les téléphones fonctionnent. Et en peu d'années, l'autoroute arrivera à Saint-Vincent, puis à Ust. L'augmentation du trafic du tunnel entraîne la réalisation de l'autoport de Paulin, où l'on concentre les opérations de contrôle et de douane. Il y a une grande envie de faire, parfois peut-être trop. On inaugure la ligne aérienne Gênes, Aoste, Milan-Saint-Moritz. Mais le vol inaugural à l'arrivée de Gênes réserve une surprise. Il n'y a aucun passager à bord. Il est clair alors que l'œuvre de modernisation ne doit plus être seulement matérielle, mais doit devenir politique. Maintenant que nous avons atteint ce bien-être matériel, nous devons songer à la reconstruction idéale du peuple valdôtain, c'est-à-dire à la renaissance de ces principes qui ont été la plateforme fondamentale de la vie des siècles passés, l'autonomie et la conscience d'être une communauté.
Saint-Georges tue le dragon. C'est une fresque du XVe siècle, une des plus importantes du château de Fénis. Tours, forteresses et châteaux sont les témoins de l'effervescence sociale, économique et culturelle qui ont caractérisé la vie valdôtaine entre le XIe et le XVIe siècle. La population valdôtaine s'identifie fortement avec cet essor historique. Ces bâtiments représentent une valeur unique pour notre région. C'est la raison pour laquelle ils doivent être conservés et ouverts à tous. L'administration régionale, avec sa politique d'acquisition des châteaux encore en main des privés, ne vise pas seulement au développement du réseau touristique, mais aussi à la récupération de ce patrimoine culturel propre de l'identité régionale. La politique comprend qu'après le moment des grandes œuvres de la reconstruction, celui de développer les services est venu. 15 mai 1970, naissance du gouvernement guidé par Cesare Dujani. Il est soutenu par une nouvelle formation politique, les démocrates populaires, qui se sont séparés de la démocratie chrétienne. Le gouvernement régional vise à améliorer la qualité de la vie avec la réforme scolaire, l'assignation gratuite des textes scolaires, la relance d'une politique de la santé axée sur la prévention et la décentralisation territoriale, la défense de la montagne, ainsi que la réalisation d'un véritable décentrement avec la création des comunità montane. 1976. L'Union valdôtaine s'implique dans un important processus de renouvellement organisatif et idéologique, en s'appuyant aux théories du fédéralisme intégral d'Alexandre Marc et à l'œuvre de Bruno Salvadori. On cherche un enracinement dans le territoire qui soit le plus ample possible. Mars 1976. Assemblée générale des mouvements régionalistes. Ils y participent plus de 1000 délégués. L'Union valdôtaine vise à récupérer l'authenticité de l'être peuple et à l'encadrement de la vallée d'Aoste parmi les minorités européennes et mondiales en quête d'un État. Son président, Joseph César Perrin, indique l'objectif de fond, la décolonisation, l'Europe des peuples et des régions. Dès 1974, une nouvelle alliance de centre-gauche élargie à l'Union valdôtaine voit le jour. Elle est guidée par l'unioniste Mario Andrione, qui va rester en charge longtemps, jusqu'en 1983. Le gouvernement Andrione engage une politique qui favorise un système de petites et moyennes entreprises non polluantes, de sauvegarde du territoire et des traditions, de tutelle des classes agricoles, ainsi que de récupération du patrimoine de la dimension alpine de la vallée avec un tourisme à mesure d'homme. Assesseure à l'instruction est une femme, Maria Ida Viglino. C'est une des figures historiques de la résistance valdôtaine. Elle a été enseignante et connaît bien les problèmes de l'école. Elle obtient pour les enseignants un rôle régional, lance la méthode d'enseignement valentine et commence à appliquer les normes du statut en matière de bilinguisme. Comment tu t'appelles? Marie-Christine. Ah, Marie-Christine, est-ce que tu parles français chez toi? Oui, toujours. Ah, mais alors tu es valdôtaine. Oui, je suis valdôtaine. Ah, c'est bien pour ça alors que tu parles bien français. Pas seulement pour ça, peut-être aussi parce que tu l'as étudié à l'école. Ça t'a servi de l'étudier à l'école? Oui, aussi, beaucoup, oui. Comment tu t'appelles? Vilmana, Paulet. Tu fréquentes quelle école? La 3e école moyenne. École moyenne. Tu penses de continuer tes études? Oui, j'irai au gymnase. Le rôle de la langue française est mis en valeur. Elle est également convaincue que le patois et la tradition sont importants à l'école. Elle adresse aux enfants des écoles ces mots. Le français ne doit pas être oublié. C'est le premier support du patois. Sans le français, le patois est destiné à mourir et vice-versa. Ouais, nous fai poi de faire connaître la notre langue. Nous ne devons pas avoir peur de faire connaître notre langue.
Bien avant que de véritables écoles ne naissent dans les Alpes, le nombre de personnes capables de lire, écrire et calculer était bien plus nombreux par rapport à celui des zones rurales des plaines, mais aussi par rapport aux villes. Il existait des zones alpines spécialisées dans l'offre de notaires et de chanceliers, ou dont provenaient des maîtres itinérants qui gagnaient ainsi leur vie. Pendant des siècles, nous avons considéré les communautés alpines comme arriérées parce que fermées. Celles-ci étaient au contraire bien plus ouvertes que d'autres. C'est la conséquence de la nécessité d'émigrer saisonnièrement, afin d'intégrer les ressources insuffisantes des activités agricoles et pastorales. D'ailleurs, ce sont les villages de haute montagne à être les plus alphabétisés, justement en raison d'une émigration saisonnière plus intense par rapport à ceux de moyenne et de basse montagne. On renverse ainsi l'opinion qui veut la montagne synonyme de fermeture, d'arriération et de marginalité, en soulignant plutôt l'intensité de la circulation culturelle dont elle a été protagoniste. Un exemple de la circulation des peuples à travers les Alpes est celui des Walser, de l'allemand Walliser, c'est-à-dire Walisans, habitants du canton suisse du Valais. À partir du XIIIe siècle, les Walser émigrent dans différentes zones de l'arc alpin et dans notre région s'installent dans la vallée du Lys et en Val d'Ayas. Encore de nos jours, ils gardent des caractéristiques linguistiques et des traditions à part. « 1981. On assiste à un événement fondamental. Avec la loi du 26 novembre, le Parlement approuve le nouveau système financier de la vallée d'Aoste. La loi prévoit l'assignation à la région des 9/10 des recettes tributaires encaissées par l'État sur le territoire valdôtain, y compris la TVA d'importation dérivée des opérations de dédouanement des marchandises. Cela permet à la région d'avoir un bilan particulièrement riche et de pouvoir intervenir positivement dans tous les secteurs de la vie économique. Cette nouvelle richesse permet de faire face à la profonde crise industrielle des premières années 80. La Cogne subit une réorganisation drastique. La Montéfibre de Châtillon et l'île Saviola de Pont-Saint-Martin ferment. En toute réponse, on projette et on finance l'autoroute du Mont-Blanc. On développe le secteur tertiaire et on agrandit le casino. Mais si cette gestion sans préjugés de la maison de jeu, d'un côté, produit une augmentation des entrées et des recettes, de l'autre, elle donnera suite à d'importants revers judiciaires. Novembre 1983. Pendant la nuit de la Sainte-Martin, le tribunal de Turin émet différents mandats d'arrestation pour une enquête dans le domaine du recyclage qui concerne différentes maisons de jeux italiennes, parmi lesquelles se trouve le casino de Saint-Vincent. Accusé d'irrégularité dans la gestion des rapports entre la région et le casino, le président de la région, Mario Andrione, échappe à l'arrestation et se réfugie à l'étranger. C'est le début d'une crise politique et institutionnelle. L'affaire du casino entraîne les démissions d'Andrione. Sa succession est assurée par l'unioniste Augusto Rolandin. La région devient le premier entrepreneur de la vallée d'Aoste. Elle entre en tant qu'actionniste dans toutes les administrations locales. La montagne recommence à vivre et le dépeuplement des villages s'arrête. On améliore sur l'ensemble du territoire les services aux citoyens, à partir des micro-communautés pour personnes âgées jusqu'aux services bibliothécaires décentralisés. Les compétences du président de la région augmentent. Il devient le pivot de tout l'appareil administratif. Le rôle de la région en tant que premier moteur de l'économie valdôtaine doit faire réfléchir. Une grande capacité financière comporte aussi une grande capacité d'investissement et d'individuation de modèles productifs. La vallée d'Aoste et l'administration régionale ont besoin de façon déterminante d'une programmation des ressources disponibles, en fonction d'un projet qui, à travers la relance et le développement des entreprises et de l'économie, puisse valoriser son expérience et la vocation autonomiste. Il faut éviter que la région soit vue comme une mer et que chaque secteur économique dirige son attention sur le seul palais régional, provoquant ainsi une attente passive de financement de la part des entrepreneurs mais aussi de chaque citoyen.
Le secteur privé doit atteindre ce niveau d'autonomie économique capable d'opérer avec efficacité sur le marché. Être autonome veut aussi signifier faire par soi-même. L'histoire a démontré que la grande industrie n'est pas un modèle à suivre pour la vallée. Il faut plutôt se diriger vers un système de petites et moyennes entreprises, affirmer un tourisme en harmonie avec les ressources du paysage et développer une agriculture et un élevage de qualité. C'est le concept de tradition et renouveau. La vista dei vostri monti maestosi e svettanti, il profondo silenzio che li avvolge e l'aria pura che da essi ispira, non solo mi hanno liberato dal peso delle fatiche quotidiane, ma mi hanno fatto sentire uno di voi. 1991. Ce sont les mots du pape Jean-Paul II. Un nouvel acteur entre en scène, l'Union européenne. 1er janvier 1993, le marché unique européen entre en vigueur. Les barrières douanières entre les pays membres disparaissent. Avec l'abolition des contrôles et des taxes, la région risque de se trouver du jour au lendemain sans ce qui est devenu la recette principale du bilan régional, les 9/10 de la TVA sur les importations. Une mesure du gouvernement italien assigne à la Vallée d'Aoste un fonds financier additionnel, se substituant à la TVA d'importation, empêchant ainsi une brutale réduction des recettes de la région. En même temps est mise en exergue une fragilité du système valdotin. La disparition des barrières douanières entraîne la fermeture de l'autoport de Paulin, la perte des primes régionales pour le passage des poids lourds, ainsi qu'une contraction de leur passage à travers la vallée, qui arrive à 4200 par jour. 24 mars 1999, vers 11 h du matin, le moteur d'un camion belge qui transite à l'intérieur du tunnel du Mont Blanc prend feu. 2 jours après, on parviendra à éteindre l'incendie et à dénombrer et identifier les victimes. 39.
L'incident révèle les carences de la sécurité du tunnel. Une ventilation non adaptée dans le cas d'un accident comme celui-ci. Une absence de voies de secours et d'évacuation. Un niveau insuffisant de coordination entre les plateformes italiennes et françaises. Le tunnel ouvrira à nouveau seulement 3 ans après, le 9 mars 2002, profondément renouvelé dans ses structures et à l'avant-garde dans la gestion de la sécurité en Europe. Les nouveautés qui le caractérisent sont la naissance d'un organisme unitaire pour les décisions opérationnelles de contrôle du trafic à l'intérieur du tunnel, les nouvelles voies de dégagement, la distance de sûreté minimum entre un véhicule et l'autre, le contrôle thermographique à l'entrée du tunnel pour vérifier les véhicules surchauffés, le passage interdit aux véhicules de norme Euro 0. Au début des années 90, on assiste à un événement fondamental. L'action judiciaire de Mani Pulite change le visage de la politique nationale. Les partis historiques tels que le Parti socialiste et la démocratie chrétienne disparaissent. D'autres, comme le Parti communiste, changent de nom. La dissolution des partis traditionnels entraîne la naissance de nouvelles formations politiques, s'harmonisant davantage avec les thèses fédéralistes qui, depuis toujours, ont contribué à former le patrimoine de l'Union valdôtaine. La pensée fédéraliste d'Émile Chanoux devient de plus en plus actuelle. Cette attention aux réalités régionales se manifeste au cours des années 90 également au sein du Parlement italien, qui, après des décennies de centralisme et d'anti-régionalisme, s'engage sur le chemin d'une importante décentralisation administrative. Le débat sur les réformes institutionnelles et sur le fédéralisme devient de plus en plus vif. Le député Luciano Caveri présente au Parlement un projet de loi pour la réforme de l'État dans le sens fédéral. Son action entraîne 4 modifications au statut spécial. Pouvoir au Conseil de réglementer son élection. Compétences exclusives en matière d'organismes locaux. Reconnaissance des traditions linguistiques et culturelles de la communauté valser. Naissance d'une commission paritaire visant à harmoniser la législation nationale avec l'organisation juridique de la région Valle d'Aoste. Elle est composée par 6 membres, avec le mandat d'élaborer des schémas d'application du statut spécial qui sont promulgués par le gouvernement parmi décrets législatifs. 30 juin 1998, élection régionale. L'Union valdôtaine obtient 17 sièges et atteint presque la majorité absolue. Son objectif d'être maître chez nous est en train de se réaliser et sera atteint aux élections de 2003. Le nouveau gouvernement régional conduit par l'unioniste Dino Vierin œuvre pour la réalisation au plan régional d'un système des autonomies abouti, avec le transfert des compétences et des ressources financières de la région aux communes et aux comunità montane. Le Conseil vise à l'individualisation du système Valle d'Aoste, finalisé à la détermination d'un contexte socio-économique plus solide et fondé sur la valorisation de l'identité valdôtaine. Année 2000, naissance de l'Université de la Valle d'Aoste. La même année, la région acquiert les 26 centrales hydroélectriques de l'Enel présentes sur son territoire. C'est la première région à devenir autonome dans la gestion des eaux et des ressources qui en dérivent. On réalise ainsi un des points qui avait été théorisé par Émile Chanoux. Questa ricchezza non deve essere la ricchezza di altri, ma la ricchezza degli uomini dell'Alpe. L'eau est un élément de richesse, mais peut également être un élément de destruction. Octobre 2000, l'inondation. Un mouvement de solidarité et d'assistance mutuelle se mobilise. De nombreux volontaires participent aux opérations de secours en évacuant la boue et en nettoyant les habitations envahies par les eaux. « 2001. L'expérience valdôtaine en matière de fédéralisme entre concrètement dans le débat